Le point suivant, Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'approbation du PLU. Je m'excuse par avance, mais je dois vous lire l'intégralité du texte. La révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ont été prescrites le 21 septembre 2009. Les étapes de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme sont réglementées au Code de l'urbanisme. À cet effet, la ville a concerté la population et a élaboré le projet de plan local d'urbanisme. 3 réunions publiques se sont déroulées à l'hôtel de ville. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu lors du conseil municipal le 19 mars 2013. Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation conformément à la procédure et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme le 2 juillet 2013. Les personnes publiques associées à son élaboration ainsi que les maires des communes limitrophes ont été consultés conformément à l'article L. 123.9 du Code de l'urbanisme. Les observations émises ont fait l'objet d'un mémoire-réponse joint au dossier d'enquête publique et repris dans la note explicative de synthèse qui indique les principales modifications qui ont été apportées avant l'approbation du plan local d'urbanisme. Monsieur le maire a ordonné l'ouverture d'une enquête publique par arrêté le 24 septembre 2013. Cet arrêté a fait l'objet de publications dans 2 journaux locaux, 15 jours au moins avant le début de l'enquête et dans les 8 premiers jours de l'enquête. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 21 octobre 2013 au vendredi 22 novembre 2013, inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Le commissaire enquêteur a reçu le public au service urbanisme opérationnel lors de 5 permanences prescrites dans l'arrêté. Le commissaire enquêteur a recueilli les observations du public et a fait l'inventaire de leurs observations, lettres et demandes. Au cours de l'enquête, 12 personnes ont formulé des observations ou remarques et 6 personnes ont transmis un courrier. Il a déposé le 21 janvier 2014 son rapport et ses conclusions, daté du 19 janvier 2014. Il a émis un avis favorable avec des réserves et des recommandations. Il convient maintenant d'approuver ce document d'urbanisme pour sa mise en vigueur. Le conseil municipal, vu les articles L. 123.1 et R. 123.1 et suivants du Code de l'urbanisme, et notamment l'article L. 123.10, vu la délibération en date du 21 septembre 2009 qui a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et qui a lancé la concertation, vu le compte-rendu du débat du conseil municipal du 19 mars 2013 sur le projet d'aménagement et de développement durable, vu la délibération en date du 2 juillet 2013 qui a dressé le bilan de la concertation et qui a arrêté le plan local d'urbanisme, vu l'arrêté en date du 24 septembre 2013 qui a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet du plan local d'urbanisme, vu l'ensemble des avis des personnes publiques associées et consultées au cours de la procédure d'élaboration du PLU, vu le registre mis à disposition pour l'enquête publique qui contient les remarques et les observations du public, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur daté du 19 janvier 2014, rendu le 21 janvier 2014, vu la note explicative de synthèse dont ont été destinataires les membres du conseil municipal avec leur convocation dans laquelle a été joint le bordereau des pièces ainsi que le CD-ROM du projet d'élaboration du plan local d'urbanisme, vu le projet du plan local d'urbanisme modifié afin de tenir compte des observations émises par le commissaire enquêteur par les personnes publiques associées et recueillir lors de l'enquête publique, considérant les observations du public et les résultats de l'enquête publique qui a nécessité des modifications mineures du projet de PLU pour lesquelles les réponses ont été apportées dans le tableau annexé à la note explicative de synthèse, considérant les remarques issues des personnes publiques associées et consultées pour lesquelles les réponses ont été apportées dans le tableau annexé à la note explicative de synthèse, considérant les réserves suivantes émises par le commissaire enquêteur, apporter les corrections proposées par le maître d'ouvrage et intégrer avec les réponses apportées aux personnes publiques associées et mises à disposition du public avec le dossier d'enquête. Une erreur matérielle zone UB, hameau de l'Échesse, parcelle section AB 484-485, la suppression de l'article 8 dans toutes les zones du règlement, la suppression de la dernière phrase de l'article 11.2 de la zone 8, corriger l'erreur matérielle sur la surface de l'opération d'aménagement programmé OAP de la rue des Graves, partie texte, c'est-à-dire 1 hectare 9 au lieu de 3 hectares 3,
corriger les références réglementaires et celles concernant le risque sismique et le PPRT, avis de l'autorité environnementale, actualiser les données concernant la qualité de l'air disponible sur le site de l'ORAMIP, intégrer les données des inventaires SNIEF de seconde génération qui concernent pour une faible partie la commune de Tarbes, adapter la description du site Natura 2000 à la part du territoire communal concerné, considérant les recommandations du commissaire enquêteur, et notamment celles qui concernent le déclassement partiel en zone 2AU d'une surface limitée d'environ 2000 m² qui fait partie d'une zone agricole comprise entre deux parcelles bâties en zone UB, considérant que les réserves ci-dessus sont prises en compte dans la note explicative de synthèse qui fait à la fois l'analyse et qui rapporte des réponses à toutes les observations, remarques, recommandations ou réserves émises lors de la consultation obligatoire des personnes publiques associées et lors de l'enquête publique, considérant que le projet de plan local d'urbanisme présenté est prêt à être approuvé, après en avoir délibéré, décide d'approuver la note de synthèse telle qu'elle est annexée à la présente délibération, d'adopter les modifications mineures précitées, d'approuver le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération, conformément aux dispositions des articles R123-24 et R123-25 du Code de l'urbanisme. La présente délibération sera affichée à l'hôtel de ville de Tarbes, au bâtiment Pyrène, service urbanisme opérationnel, à la mairie annexe de l'Aubadère durant 1 mois. De plus, mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans le journal La Nouvelle République des Pyrénées, diffusé dans le département. Cette délibération fera également l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune. Conformément aux dispositions des articles R123-25 du Code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public au bâtiment Pyrène, service d'urbanisme opérationnel, aux jours et heures habituels d'ouverture au public, ainsi qu'à la préfecture des Hautes-Pyrénées et sur le site internet de la ville de Tarbes. Conformément aux dispositions des articles R123-25 du Code de l'urbanisme, la présente délibération est exécutoire de plein droit à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité précitées. La présente délibération, accompagnée du dossier de plan local d'urbanisme approuvé, sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées. Avant de passer au vote, Monsieur le maire, je tiens quand même à remercier très chaleureusement Jean-Louis Divita, Irène Casté et Samuel du cabinet 2AU avec lequel nous avons travaillé pendant de nombreux mois pour arriver à l'élaboration de ce PLU. Et nous vous présentons ce soir un PLU qui a l'avis favorable du commissaire enquêteur et toutes les personnes publiques associées. Merci Madame, je m'associe à vos remerciements, en particulier à Monsieur Divita et à Madame Castet, ainsi qu'à Monsieur, mais bon, vous aviez été missionné pour cela. Alors qui souhaite intervenir? Monsieur Lourdoux, allez-y. Bien, donc j'ai lu aussi attentivement que possible donc, cette note de synthèse qui nous est proposée à l'approbation. J'ai lu donc dans cette note de synthèse les observations de toutes les personnes publiques consultées et du public, ainsi que les réponses de la ville de Tarbes. Et une première remarque que je ferai, c'est que l'objectif principal de ce PLU, qui est de porter la population communale à 50 000 habitants, ainsi que le mode de calcul adopté pour évaluer les besoins en logement nouveau, aboutissent en fait à survaloriser, à mon avis, les besoins en foncier à l'urbanisation, puisque donc on se contente de prolonger les tendances existantes de la réduction de la taille des ménages et de les prolonger jusqu'en 2020, ce qui amène effectivement à afficher des besoins en logement maximisés, quoi. Bon. Et effectivement, du coup, ça entre en contradiction avec un autre objectif affiché de ce PLU, qui est de réduire les consommations d'espaces naturels ou agricoles. Et c'est d'ailleurs une obligation de la loi, puisque c'est la loi Grenelle. Donc, vous avez essayé d'échapper à cette contradiction dans votre présentation, puisque donc, je note que sur la page 28 de la note de synthèse, il y a une comparaison qui est faite avec l'ancien poste et qui aboutit à effectivement minorer l'espace pris sur les espaces naturels et agricoles. Par contre, si on regarde le tableau de la page d'avant, on voit bien qu'il y a une consommation nette
de nouveaux espaces agricoles et naturels dans ce PLU de 16,2 hectares. Donc effectivement, le peu d'espaces naturels et agricoles qui restait encore sur cette commune, on va encore en prendre. Bon, ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, maintenant que j'observe les prescriptions qui sont affichées par toutes les personnes publiques associées, je constate que systématiquement les réponses de la ville aboutissent à minorer, à rejeter ou à supprimer tout ce qui est un peu prescriptif. Et là-dessus, je me permets quand même de reprendre quelques cas. Premier cas, donc c'est la ville elle-même qui s'autorise à supprimer l'obligation de ne pas utiliser des matériaux tels que fibro, rouleaux d'asphalte tout au long du lait en zone UI. Donc, pour faire droit, semble-t-il, à des demandes d'utilisateurs. Bien. Deuxième préconisation qui était la nécessité d'identifier la coulée verte prévue au nord de la commune par ce fameux SCOT, qui est donc non retenu par la ville. En ce qui concerne ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, c'est-à-dire la nécessité d'assurer donc la continuité écologique pour les espèces vivantes. Donc il y avait la nécessité de créer des cheminements doux arborés le long des voiries existantes sur l'axe central qui traverse la ville d'est en ouest. Donc cette obligation n'est pas niée par la ville, mais elle considère que ça ne nécessite pas la création d'emplacements réservés. Donc on se demande comment cela pourra se faire s'il n'y a pas d'emplacement réservé. Ensuite, la nécessité d'identifier les secteurs d'habitat en précarité énergétique, donc demandés par la DDT, la direction des territoires, donc de la préfecture. La réponse de la ville, c'est la commune de Tarbes ne dispose pas de telles données, donc effectivement, pas besoin de le faire puisqu'on n'a pas les données. Ensuite, le refus d'implanter de nouveaux bâtiments industriels ou commerciaux le long des axes principaux, de créer des zones tampons et d'arborer ces voiries qui était une préconisation du SCOT. La mairie ne souhaite pas suivre cette recommandation. L'anticipation de normes d'économie d'énergie renforcées par rapport à la législation actuelle, la réponse, c'est imposer des performances supérieures à la norme en vigueur serait actuellement trop contraignant. Supprimer la zone urbanisable du Nord, route de Vic, en la maintenant en zone agricole, refus de la ville qui maintient cette zone en zone donc constructible à terme. Enfin, clarification des règles de préemption des fonds de commerce artisanaux et beaux commerciaux. Bon, c'est renvoyé à une concertation future avec les CCI, donc ce ne sera pas dans le PLU. De façon générale, je constate que la question de l'urbanisme commercial n'est jamais abordée de front dans ce PLU. Et enfin, la question de l'évolution des transports est complètement minorée, puisque la seule allusion, c'est l'implantation de garages à vélo, qui est restreinte aux seuls nouveaux immeubles collectifs, donc dans l'article AU12 du règlement et l'article BU12, si j'ai bonne mémoire. Et l'adaptation de la voirie est ignorée en tant que question spécifique. De sorte que, bon, les remarques que j'avais faites lors des débats précédents, le débat sur le PADD, le débat sur le projet de PLU au mois de juillet, me semblent confirmés. Et je voudrais, pour conclure, juste m'appuyer sur l'avis de l'autorité environnementale, c'est-à-dire l'avis rendu par les services de l'Adréal. Je vais lire quelques passages, puisque je m'y retrouve finalement assez bien. Concernant l'habitat, le projet de porter la population à 50 000 habitants en réduisant la vacance des logements existants de 30% suppose, dit l'Adréal, de mettre en place un dispositif spécifique d'observation de l'évolution du parc de logements vacants. Donc ça, on attend que ça se mette en place. Mais même ainsi, les nouvelles zones prévues en complément à la construction seront insuffisantes, puisque d'après l'Adréal, les objectifs du PLU ne seront pas atteints sur cette base. La superficie des zones et l'extension d'urbanisation à l'horizon 2020 peut donc, en réalité, être estimée entre 55 et 72 hectares au lieu de 33,9 prévus. Ce qui représente, dit l'Adréal, je cite toujours, une part conséquente des espaces non urbanisés résiduels du territoire. Concernant les espaces naturels, le zonage et le règlement n'apportent pas de traduction concrète à l'orientation relative au développement des continuités naturelles entre les espaces verts centraux et les corridors écologiques. Ça rejoint une remarque que j'ai déjà faite. Et enfin, concernant les transports, les orientations affichées, développement des transports en commun et des modes de déplacement doux, et la création de parcs de stationnement à vocation intermodale restent quant à elles
je cite toujours, à traduire concrètement. Donc, je conclus en disant que, bien entendu, je ne voterai pas ce PLU. Bien. Qui souhaite encore intervenir sur ce sujet? Monsieur Montama? Monsieur Samuel, c'est vous qui allez répondre, hein? Je m'appuierai sur quelques arguments qu'a déjà énoncé Henri, notamment sur les besoins en logement et donc des remarques que j'avais également faites lors de nos séances précédentes en termes de préparation et en commission et en conseil municipal spécial PLU, qui avait fait que je m'insurgeais à l'époque sur les hauteurs des bâtiments qu'on va autoriser désormais à construire en zone UA, c'est-à-dire en zone du cœur historique et immédiatement habitable, mais ça, ils le sont déjà. Et donc, ils vont nous amener à avoir poussé certains immeubles qui jouxteront d'autres pavillons qui vont pas être très agréables, peut-être pour les gens qui vont les voir arriver, d'autant qu'on ne peut pas spécialement, de mon point de vue, comme vient de le citer Henri, s'appuyer sur des besoins démographiques inhérents à un parc dont on ne s'attive pas actuellement à le réorienter vers les familles monoparentales, en tout cas celui dont nous sommes le principal actionnaire, pour ne pas le citer. Mais l'ensemble des aménagements aujourd'hui qui sont prévus et les besoins démographiques devraient commencer par, à mon avis, nous faire s'attaquer à la résolution de l'adaptation du parc et dont on sait qu'il est grandement vacant. Pour cette raison-là, je suivrai le même raisonnement que M. Lourdoux. Quant au deuxième point que j'avais déjà soulevé également, c'est donc les réaffectations, les changements de zone UI en zone UA sur le quartier de l'Arsenal. Je réitérerai également donc ce que j'avais émis lors des réunions de préparation. Il n'y avait pas forcément, et particulièrement à cet endroit-là, pour des besoins de population et d'habitat immédiats, à reconsidérer certains passages de zone UI, donc à caractère industriel, en zone UA immédiatement habitable. Et comme je me suis intéressé, vous le savez, au problème de la pollution et que je suis allé donc, après que vous m'ayez donné l'autorisation, consulter au service urbanisme le rapport qui avait été élaboré par la société Duke Engineering. Rapport, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vais un petit peu m'étaler, mais je ne serai pas long. Il faut savoir qu'avant que nous achetions, que nous devenions donc acquéreurs du site du GIAT, le GIAT avait fait, parce qu'il en avait l'obligation, faire un rapport d'analyse des sols, secteur par secteur, de manière à ce que nous soyons en capacité de répondre en fonction de ce que nous voudrions en faire au type de pollution que nous avions à traiter ou ne pas traiter d'ailleurs. Donc effectivement, le rapport et les conclusions sont très concises de ce rapport. Il n'y a pas à relever, selon Duke Engineering, de dispositions particulières en matière de dépollution, à condition que tous les terrains ne soient pas voués à des utilisations dites sensibles. Aujourd'hui, toutes les zones que nous allons passer en UA sont censées être analysées comme sensibles parce que immédiatement habitables. Donc le rapport a fait des préconisations, mais qui se tenaient à l'usage qu'en faisait le GIAT, et non à des usages dans le futur qui changeraient de destination. Donc je réitère les remarques, quand bien même nous savons que c'est à l'acquéreur à dépolluer et à tout ce que vous nous avez déjà dit. Je réitère qu'il n'est pas très sérieux de ne pas avoir engagé davantage de travaux là-dessus avant de vendre certaines parcelles ou de les passer en zone immédiatement habitable au regard des préconisations qui avaient été faites par ce rapport. Parce que ce rapport ne pouvait pas deviner que nous transformerions certaines zones industrielles en zones immédiatement habitables. Voilà, c'est pour ces raisons-là, que moi non plus, je ne voterai pas ce PLU. Pardon, M. Gaët, je vous en prie. Moi, je demanderai une petite précision. Et je veux revenir sur un point qu'a évoqué notre ami Montama.
je vais revenir à la SCI Gilles. Vous savez, le rapport qu'on a vu tout à l'heure. Bon. Et il se trouve en effet qu'il y a dans ce secteur une zone qui a changé de dénomination. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, elle était UI et elle passe à U ou UA. Je ne sais pas, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Bon, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais, j'aimerais savoir, cette zone qui est le long de l'avenue des Forges. Mais où? Elle commence où? Elle s'arrête où? Bon, ça, j'aimerais le savoir. Deuxièmement, si j'ai bien compris, le fait de passer de la zone UI à la zone UA ou AU, ou UA, eh bien, disons, la zone va être, comment dire, mieux classée, va être valorisée en matière de possibilités d'habitat, notamment. Bon. Alors, la SCI, je viens à la SCI, si elle est dans cette zone, elle achète aujourd'hui ces zones UI. Bon, demain, elle va être UA. Elle achète 34 € le mètre carré. Et demain, bon, demain, 35. Demain, combien va valoir son terrain? Il va y avoir une certaine plus-value. Bon, à côté. Mais non, mais je demande à comprendre. À côté, il y a une ancienne maison, je ne sais pas, de cadre de l'Arsenal, et qui a été donnée à bail, si j'ai bien compris, à la CEMI. Bon, peut-être que là, ça va être une occasion. On a consenti un bail à réhabilitation, la CEMI a d'autres chats à fouetter en ce moment. Oui, mais non, mais peut-être que là, justement, avec le changement de zone, pour une fois, la CEMI va faire une bonne affaire. Parce que, bon, il y aura... La réhabilitation, on reste propriétaire, M. Goetz. Eh bien, mais en fait, la valeur du terrain, ça ne sera pas la même. Alors, j'aimerais savoir, très clairement, quelle est l'emprise de cette zone UI ou AU ou UA ou je ne sais pas quoi. Bien, on va vous répondre sur tout cela. Moi, je voudrais répondre à M. Montama sur les problèmes de pollution, dépollution. Puisque vous avez examiné les dossiers, vous avez quand même pu constater, M. Montama, qu'il y a quand même une large partie du site de l'Arsenal qui n'est pas polluée. Les contrôles, les sondages ont été faits sur l'ensemble du site. Il y a une bonne partie du site qui n'est pas polluée. Donc, de développer des commentaires comme si l'ensemble du site était pollué est injuste. Ensuite, pour vous informer, aujourd'hui, sur le site, nous n'avons qu'un projet qui prévoit qu'en étage, il y aura un logement, un seul pour l'instant, un seul, peut-être deux, entre les archives et l'hôtel, le Next Hotel, peut-être deux, mais en étage. Donc, il ne vous a pas échappé que dans l'enquête publique qui avait été réalisée à l'époque, il était recommandé qu'il n'y ait pas de construction de logements, pas d'école, pas de crèche, etc., etc. Donc, nous avons bien évidemment tenu compte de tout cela. Nous n'avons donné aujourd'hui aucune autorisation pour la construction de logements sur le site. Sauf quand il y a un projet d'entreprise et qu'à l'étage, sur 2 cas pour l'instant, sur 2 cas, et qu'à l'étage, il y aura un logement. C'est tout. Donc, sur le site dont parle M. Goetz, où le terrain est vendu à 35 €, oui, en effet, c'est pas cher par rapport au terrain qu'on vend entre le bâtiment 100 et le bâtiment 111, on le vend 100 € le mètre carré, maintenant. Que ceux qu'on a vendus au début, je rappelle que l'évaluation domaniale, c'était 40 € au début, les terrains qu'on a vendus, notamment pour la station de lavage, c'était 40 €, on a vendu à l'évaluation domaniale. Tous les autres terrains ont été vendus à l'évaluation domaniale, et aujourd'hui, bien au-dessus. Quand on les vend à 100 €, l'évaluation domaniale n'est pas à 100. Celui que nous vendons à 35, l'évaluation domaniale est à 40 de mémoire. Non, à 35, ah bon, à 35. 35, pour quelle raison? Parce que c'est un terrain qui est excentré et qui en plus est encombré. Et que donc l'acquéreur va devoir faire son affaire. Non, mais moi je donne l'explication sur les différences de prix. Différences de prix.
Mais non, vous parlez de plus-value, etc. Eh bien, je vous dis non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de logement à part les deux exemples que je viens de vous donner. Donc, je ne vois pas. Aujourd'hui, tout est vendu quasiment. Tout est vendu. Tout est vendu et je peux vous dire qu'il n'y a que 2 projets sur lesquels il y aura des logements. Je ne vois pas comment il va y avoir de plus-value quand le gars qui fait la boulangerie sur le terrain à 35 € va demain vendre sa boulangerie. Quelqu'un va venir, va la démolir pour construire des logements. Non, c'est absurde. Donc, voilà. Enfin, maintenant, je vais passer la parole à Mme Argounès, puis ensuite à M. Samuel. Je voudrais compléter et rappeler à M. Montama que la dépollution d'un site dépend du Code de l'environnement et que l'élaboration du PLU dépend du Code de l'urbanisme et qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux, donc le PLU n'avait pas à en prendre en compte le plan de dépollution. Bien, M. Samuel. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant le calcul des capacités foncières, évidemment, on a tenu compte de la diminution de la taille moyenne des ménages, qui est une tendance nationale qui se confirme tous les ans. Et sur la commune de Tarbes, par exemple, pour tous les ans, on a besoin de 50 logements supplémentaires pour répondre à cette diminution de la taille moyenne des ménages. Donc, elle a été forcément prise dans le calcul de capacité d'accueil. On a également tenu compte. La commune a également misé sur la réhabilitation des logements vacants à hauteur de 30% de la totalité du parc de logements et la densification aussi des zones urbaines existantes à hauteur de 10%, ce qui veut dire que la consommation des espaces agricoles et naturels est très faible par rapport aux objectifs de développement démographique de la commune de Tarbes. Ensuite, par rapport aux prescriptions qui ont été supprimées dans l'article 11, c'est des prescriptions qui paraissaient très contraignantes dans une zone d'activité. Donc la commune a souhaité et a le droit de modifier ces prescriptions architecturales dans une zone industrielle. Ensuite, par rapport aux corridors écologiques, ils ont été bien sûr pris en compte dans l'élaboration du PLU. On peut voir dans le plan de zonage que ces 2 corridors écologiques le long de l'Adour et de l'Échez ont été classés en zone naturelle stricte, inconstructible. Et la traversée, on va dire, écologique qui devait rejoindre ces 2 corridors, en fait, se fera par la réhabilitation des profils de voirie existants. Donc, on n'avait pas besoin de réserver un emplacement pour faire cette traversée verte, on va dire. Ensuite, je n'ai pas pris toutes les notes. Ensuite, par rapport à la hauteur, bien sûr, on l'a répété plusieurs fois, mais la hauteur autorisée en zone UA et UB s'inspire du contexte urbain du Tarbes au XIXe siècle et permet ainsi d'aménager sur 3 niveaux un rez-de-chaussée à caractère monumental où souvent on va trouver des commerces. Et pour finir, par rapport à la zone UA, qui est le classement de la zone UA au niveau du quartier de l'Arsenal, ça correspond effectivement à 2 maisons d'habitation existantes. Donc en fait, c'est une redéfinition du zonage qui correspond à l'existant, puisque c'était des maisons d'habitation pour le gardiennage des zones d'activité. Et effectivement, comme le disait Madame Argounès, le règlement du PLU ne peut pas imposer aux pétitionnaires quelques dépollutions sur le site. Il peut uniquement prendre en compte d'éventuelles pollutions sur un site, ce qui a été fait puisque la majeure partie du site de l'Arsenal a été classée en zone d'activité et non en zone d'habitat. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, je considère que ça n'apporte rien de nouveau par rapport aux arguments que j'ai exposés. Excusez-moi. C'est-à-dire que la prolongation de tendances existantes, ça amène effectivement, moi je reste sur mon argument, à sous-estimer effectivement enfin surestimer plus exactement le besoin de logement, puisque donc on fait comme si les tendances passées allaient se prolonger à l'identique dans le futur, quoi. Donc bon ben ce sera peut-être vrai, mais si on prend, c'est une option qu'on peut prendre, je l'admets parfaitement, mais cette option amène de fait effectivement à survaloriser le besoin de foncier à urbaniser. Je crois que mon argument reste valable de ce point de vue. Monsieur Samuel ? Oui, donc ce sont des prévisions INSEE et cette diminution de la taille des ménages existe depuis une trentaine d'années et elle se confirme, elle se poursuit, elle va se poursuivre. Et par rapport aux capacités d'accueil, bien sûr, on a tenu compte de cette diminution de taille moyenne des ménages. On a
voilà, mis des zones à urbaniser sur de l'espace naturel et agricole, mais il manquera quand même de l'espace constructible pour que la commune puisse répondre à ses objectifs de développement démographique. C'est en effet ce que fait remarquer l'Adréal. Bien. Pour répondre également, Monsieur Guette, je vous en prie. Totalement sur ma faim, parce que j'attends toujours qu'on me dise quel est le périmètre, l'emprise de la zone UI qui est transformée en zone UA. Alors, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il y avait 2 maisons. Ce n'est pas 2 maisons, ça ne peut être que 2 emprises. Mais vous ne m'avez pas dit également si la SCI Gilles en faisait partie, là, donc j'ai évoqué tout à l'heure. Samuel. Madame Argoulin ou Madame Argonès? Ah oui, parce que Madame... Dans le CD, vous avez toute la zone qui est... donc il faudrait reprendre le CD pour le voir. Mais Monsieur Guetz, on va vous dire ça très précisément. On va le voir avec Irène demain et on vous le dira très précisément. Quelle est l'emprise? On vous dira très précisément quelle est l'emprise de la zone. Oui, mais quand même, bon, moi le CD, oui, je l'ai regardé, mais je répète, je ne suis pas, mais j'ai lu, si, non, mais moi je l'ai regardé. Alors, j'ai lu, je ne sais pas où, la zone AU, au niveau de l'avenue des Forges, bon, qui est destinée à recevoir de l'habitat individuel et intermédiaire. Elle fait quand même 3 hectares, 3. Il a retrouvé sa voix, j'entends. Et il est prévu une opération qui pourrait supporter une opération de 90 logements. Pardon. Et avec le site de Yuktul sur lequel effectivement il y a une programmation d'appartements de l'autre côté. Oui, mais alors, c'est pour ça que je demande à ce qu'on me précise quelle est l'emprise de cette zone UI transformée. Si vous aviez bien regardé le CD, vous auriez vu que ça ne concerne pas le site de l'Arsenal, mais de l'autre côté de la Dour. Sur le site de l'Arsenal, j'ai dit qu'il y avait les 2 maisons qui existent, M. Samuel l'a confirmé, plus éventuellement 2 appartements qui seraient faits en étage avec une autorisation spéciale. Voilà, c'est tout. N'empêche que ma remarque initiale, disons, n'a pas été infirmée, à savoir que le changement de zone va entraîner une plus-value particulièrement importante pour les terrains qui sont concernés. Je réponds que non, parce qu'il n'y a pas de changement d'affectation sur les terrains qui sont déjà vendus. Et les 2 seules maisons d'habitation qui existent, elles... Bon, Monsieur Samuel, vous voulez apporter des précisions techniques? En fait, c'est une ancienne zone d'activité désaffectée et justement dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, donc justement pour limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, on autorise l'habitat dans cette zone. Mais après voilà, c'est comme la ville en fait, elle vit sur elle-même, hein, donc elle se renouvelle et c'était déjà une zone qui était en zone urbaine. Donc je ne pense pas que le prix du foncier va évoluer. Quant aux 3 hectares 3 dont vous parlez, regardez bien le plan, c'est de l'autre côté de la Dour. Ça n'a rien à voir avec le site de l'Arsenal. Rien, mais regardez-le. Je suis sûr que vous n'avez pas regardé le CD. Moi non plus. Mais moi j'ai des conseillers. Bien, y a-t-il d'autres questions? Monsieur Montama. Oui, on va terminer sur ce sujet-là, bien sûr, mais autant ces 2 maisons, certes, mais toute la bande, et je vous avais déjà interpellé là-dessus, qui, après le virage, en sortant du pont de Nelly, et toute la bande de gauche, on passe le souterrain de Nelly, là, on remonte, on aborde dans le quartier de l'Arsenal, on parle tous du même coin, là, en gros, hein. Quand on prend le virage et qu'on attaque l'avenue des Forges et toute la bande gauche qui longe la voie ferrée, celle-là aujourd'hui elle n'est pas en UA. Et ce PLU va y passer en UA. Si. Absolument pas. Absolument pas, c'est pas constructible. Non. Non, je dis que non. Monsieur le technicien, est-ce que vous pouvez me confirmer que cette zone n'est pas actuellement en UA et va y passer dans le virage? Non, je suis désolé. Il n'est pas possible de construire des maisons d'habitation là, non? Et ça s'appelle UA. Pardon? Ça ne va pas passer en UA, cette bande-là? On va le vérifier.
En tout cas, de toute façon, c'est vendu, et puis c'est déjà tout vendu, et il n'y a pas de maison Oui, d'habitation. mais là, je rebondis sur les propos de M. Goetz. C'est que c'est là, bonjour la plus-value que ça va prendre, ça, là. On va regarder le plan et on le voit demain. Vous l'avez là, monsieur Samuel, non? Dans le rapport de présentation, en fait, vous avez une cartographie où le POS et le PLU sont superposés. Donc, vous voyez les modifications qui ont été apportées entre le POS et le PLU, entre le zonage. Oui. Donc, c'est facile à voir, en fait. C'est pour ça que je crois que je ne me trompe pas. Mais après, au niveau de l'Arsenal, il n'y a que les 2 maisons d'habitation, les maisons de gardiens, qui ont été transformées en zone UA. De mémoire. Hein. Je dis bien de mémoire. Hein. Pardon? Il y a plus-value parce qu'ils étaient un U. Mais plus-value pour qui? Mais ça appartient à la ville, et l'autre maison, elle a été vendue au Trait-Blanc, vous le savez, Oui. j'ai dit ici. Écoutez, bon, hein, vu les explications qui me sont données, moi je voterai contre le PLU. Oh la vache, ça a empêché de dormir, dis donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je soumets à votre approbation ce PLU, mais avant, je voudrais répondre à M. Montama sur les taux de vacances de la CEMI. La CEMI possède 1225 logements, vacances de plus de 3 mois, 56 logements, ce qui représente un taux de vacances de plus de 3 mois de 4,5%. Nombre de logements gérés par la CEMI, appartenant à la CEMI, 1243, tous logements confondus. Ensuite, le nombre de logements vendus, vous avez posé la question, je crois qu'on vous a répondu. En 2012, une villa, en 2013, 3 logements. J'en profite pour vous dire également que la CEMI a construit de 2001 à 2014 197 logements. Locatif social, 93. Je ne compte pas les 81 qui ont été mis en service en 2001 et 2002, mais qui avaient été engagés par la précédente municipalité. Je ne les compte pas. Donc, pour notre municipalité, 93. En PSLA, pour la location-accession, 14 logements. Et en accession, proprement dite, 90 logements. Total, 197 logements. Ensuite, dans le cadre de l'OPAH, vous l'avez esquissé tout à l'heure, le sujet, dans le cadre de l'OPAH, nous avons réussi à faire rénover, c'est pas nous qui les avons rénovés, réussi à faire rénover près de 400 logements insalubres en centre-ville. Il en reste au moins autant à rénover, peut-être même plus. On disait qu'il y en avait 1000, je pense qu'il en reste 5 ou 600, mais qui appartiennent à des propriétaires privés. Donc nous, on essaie d'accompagner le mouvement avec des opérations comme l'OPH, OPH-RU, avec des subventions significatives, mais il y a des propriétaires qui, malgré les subventions, nous disent ben, je ne peux rien faire, je n'ai pas les moyens. Et donc, ben, ils ne sont pas loués, ils sont vides et en centre-ville. Voilà, c'est une réalité. Bien, je soumets ce PLU à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Ceux qui désirent voter contre, l'opposition vote contre. Ceux qui désirent voter pour le manifestent en levant la main avec les pouvoirs. Donc, voilà. Il est adopté. Merci beaucoup. Le point 13, M. Gallego. Oui. M. Samuel, vous pouvez disposer. Merci beaucoup. Le point 13, M. Gallego, s'il vous plaît. Suivant le bon conseil de M. Montama. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit effectivement de céder 2 parcelles sur le quartier de l'Arsenal. Afin de transférer sa société de construction de maisons individuelles sur le quartier de l'Arsenal, Madame Delas a sollicité la commune pour l'acquisition d'un terrain. À ce jour, le seul terrain disponible restant sur le site est situé entre la maison des associations et le bâtiment 111. Cet emplacement impose un programme immobilier d'une certaine taille, ce qui a conduit la demanderesse à chercher un partenaire pour monter un programme immobilier qui puisse s'insérer dans le site.
la société Vimo 723, représentée par M. Langlois, est intéressée. Pour limiter les risques financiers, les parties ont convenu que chacune achèterait une emprise sur laquelle elle déposerait un permis de construire. Ce montage est conditionné par l'obtention des financements nécessaires. Le bâtiment serait destiné essentiellement à des professions et activités libérales. Ainsi, 2 parcelles pourraient être détachées, 465 m² seraient cédés à la SCI La Bulle, créée à l'occasion de l'opération immobilière par Madame Delas. 600 m² seraient cédés à la société Vimo 723 pour un prix de 100 € le mètre-carré hors taxe, plus la TVA. À noter que, bien entendu, ces valeurs ne sont pas inférieures à l'estimation de France Domaine. Sur l'avis favorable de la commission municipale d'urbanisme du 28 janvier 2014, il est proposé au conseil municipal de céder à la SCI La Bulle et à la société Vimo 723, respectivement une parcelle de 465 m² et 600 m² environ, à détacher de la parcelle AK numéro 228 de plus grande contenance pour le prix de 100 € hors taxe par mètre-carré de terrain, plus la TVA. Si l'un des acquéreurs n'était pas en mesure de financer le programme de construction projeté, les 2 ventes seraient annulées. D'autoriser, Monsieur le maire, à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, Monsieur Gallego. Donc, je précise que Madame F. Delas est architecte, que donc elle installerait son cabinet d'architecture en rez-de-chaussée et qu'elle a prévu d'aménager au-dessus son logement. Monsieur Langlois, lui, a prévu d'accueillir dans ses locaux cabinet d'avocats, cabinets médicaux, d'experts comptables, etc. Je profite de cette délibération pour vous donner quelques informations sur ce qui s'est vendu depuis 2008 sur le site de l'Arsenal. On a déjà donné ici le détail des ventes. Mais ce qui me paraît utile de vous donner aujourd'hui, c'est les prix de vente que nous avons encaissés, que nous encaisserons parce qu'il y a des ventes qui sont en cours, comparés aux estimations domaniales. Nous avons vendu et nous vendrons, puisqu'il y a des ventes en cours qui ne sont pas encore réalisées, pour 117 900 €. Ce n'est pas énorme, mais bon. Au total, nous avons vendu pour 5 254 884 €. Terrain, bâtiments, etc. 5 254 000 €. Je rappelle que nous avions acheté le site, l'ensemble du site, 4 245 000 €. On a vendu 5 254 000 €, évaluation domaniale pour chacune de ces ventes. J'ai fait le total. 4 452 995, soit une, pas plus-value, mais en tout cas une vente supérieure aux évaluations domaniales de 801 889 €. Je ne compte pas la cession du terrain de Renault qui avait été évalué à 153 600 € par les domaines et que nous avons cédé pour 0, pour 1 €. Voilà. Pour ce qui concerne, tant qu'on est dans les ventes, pour ce qui concerne la ZAC de Lormeaux, nous avons vendu les terrains que nous avions achetés à l'État, où devait être construite la nouvelle gendarmerie. Nous les avons vendus pour 2 930 €. L'estimation domaniale était de 1 697 478 €, soit une valeur complémentaire par rapport à l'évaluation de 303 452 €, ce qui d'ailleurs va nous amener à reverser à l'État la moitié de la plus-value réalisée.
Toutes les autres ventes réalisées depuis 2008 sur le budget général, 4 341 010, 4 272 699 €, soit une plus-value de 68 318 €. Je ne compte pas les cessions pour 1 € qui ont été ou qui vont être effectuées à l'OPH et au SDIS pour un montant de 1 148 515 €. L'évaluation cédée pour 1 €. Voilà une information que je tenais à vous donner à cette occasion. Est-ce que vous avez des questions sur la délibération que M. Gallego nous a présentée? M. Montama. Mais la toute naturelle qui tombe, donc, question, c'est la question inhérente au prix. C'est-à-dire que, vu que, effectivement, la délibération fait état d'une valeur qui n'est pas inférieure à l'estimation des domaines, mais que les domaines a estimé en UI, quelle aurait été l'estimation des domaines si ça avait été fait en UA? Vous demanderez au domaine. Vous demanderez au domaine. C'est absurde de me poser cette question à moi. Je suis désolé. Vous allez me dire, monsieur, vous allez me dire, on vend les terrains à 100 € le mètre carré. Vous allez me dire, même les terrains constructibles dans certains quartiers, ils ne se vendent pas à 100 €. Demandez aux hommes de l'art qui sont ici. Demandez. Alors, franchement, je trouve que votre question est plutôt malvenue. Plutôt malvenue. Honnêtement. On vend nettement au-dessus de l'évaluation domaniale, je peux vous le dire. Bien, pas d'autres questions. Je soumets cette délibération numéro 13 à votre approbation. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Votez contre. Votez contre? Abstention de M. Guette. Alors, abstention de l'opposition. Monsieur. Vimo 723, c'est un promoteur. C'est lui qui achète et qui va installer les avocats, les cabinets médicaux, les experts comptables, l'expert comptable, c'est KPMG, etc. Voilà. Et ça vous a pas été, ça a été lu dans le rapport. Madame Ève Delas n'a pu réaliser seule son projet, elle a donc cherché un partenaire. C'est pas moi qui ai été le chercher, hein, ni personne d'autre d'ailleurs, je tiens à le dire, cas où. Bien, je repose la question, quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Abstention d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons au droit de préemption urbain. Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Un droit de préemption urbain s'applique sur tout ou partie du territoire communal. Son périmètre et sa gestion ont évolué à différentes reprises. Si le plan local d'urbanisme soumis à l'approbation de ce présent conseil municipal, en renommant et en remaniant les périmètres des zones urbaines et d'urbanisation future, nous conduit à mettre en cohérence le périmètre du droit de préemption urbain institué le 25 juin 2001, il convient également de mettre en perspective les objectifs du droit de préemption urbain au regard des enjeux de territoire identifiés à l'occasion de son élaboration. Afin de permettre la réalisation de ces enjeux, il est nécessaire d'avoir une connaissance de l'ensemble des ventes intervenant dans les secteurs où s'appliquerait le droit de préemption urbain et de bénéficier d'un droit d'accès prioritaire des biens. Sur avis favorable de la Commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 4 février 2014, il est proposé au Conseil municipal, vu le Code de l'urbanisme et plus particulièrement les articles L210 et suivants, L213.1 et suivants, L301, R211.1 et suivants et R213.1 et suivants, qui permettent à une commune disposant d'un PLU opposable d'instaurer un droit de préemption urbain sur toute ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future de son territoire, vu le PLU approuvé par le Conseil municipal du 17 février 2014, vu l'article L 2122-22-15 alinéa du Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt de la commune de pouvoir maîtriser l'urbanisation de son territoire et de suivre l'évolution de la pression foncière, la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de biens à l'occasion des mutations, d'instituer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et des zones d'urbanisation aux délimitations figurant dans le document graphique annexé à la présente délibération,
Le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire aura été transmise aux représentants de l'État dans le département et aura fait l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois, constaté par un certificat à la fin du présent délai et d'une insertion légale dans 2 journaux locaux diffusés dans le département. La présente délibération exécutoire est accompagnée des plans de délimitation du droit de préemption urbain, sera par ailleurs adressée à Monsieur le directeur des services fiscaux, le Conseil supérieur du notariat, la Chambre départementale des notaires, le bureau constitué près du tribunal de grande instance de Tarbes et le greffe du tribunal de grande instance de Tarbes. Le périmètre d'application du droit de préemption urbain est annexé au dossier du PLU approuvé ce jour, conformément à l'article R 123-13-4 du Code de l'urbanisme et conformément à l'article L 213-13 du Code de l'urbanisme, un registre sera ouvert en mairie où seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et où sera précisée l'utilisation définitive des biens ainsi acquis. Toute personne pourra consulter ce registre ou en obtenir un extrait. Merci, Madame Argounès. Avez-vous des questions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Qui désire s'abstenir? Monsieur Lourdoux s'abstient. Qui désire voter contre? Parfait. Elle est adoptée avec une abstention de Monsieur Lourdoux. Nous passons à la Commission écologie urbaine et développement durable. Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la convention relative à l'entretien de la rocade sud-ouest avec le Grand Tarbes. Le Grand Tarbes a réalisé les travaux d'aménagement paysager de la rocade sud-ouest de Tarbes entre l'entrée de Bastillac Communauté et le giratoire du centre hospitalier au droit de la RN 21. Ces terrains sont propriété de la ville de Tarbes. À l'issue de l'année de garantie, il a été décidé que les dépenses annuelles d'entretien seraient prises en charge pour moitié par la ville de Tarbes et pour moitié par le Grand Tarbes. La nature des dépenses est définie dans une convention ainsi que les modalités de versement de la participation du Grand Tarbes. La convention est d'une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction express. Après avis favorable de la Commission écologie urbaine, développement durable du 4 février 2014, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention proposée et d'autoriser Madame Doubrère, première adjointe au maire, à signer pour la ville de Tarbes la convention relative à l'entretien de la rocade sud-ouest. Merci Madame Doubrère. Est-ce que vous avez des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Je me permets de revenir sur le commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur les cessions. Si je me suis permis de vous présenter ces différences entre les prix de vente et les estimations domaniales, notamment sur le site de l'Arsenal, où on a réalisé des ventes à un prix supérieur de 801 000 € par rapport aux évaluations domaniales, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est parce qu'il paraît que j'ai vendu des terrains ou des bâtiments à des conditions avantageuses à des amis. Conditions avantageuses avec 801 000 € de plus que les évaluations domaniales, vous pouvez apprécier. Nous passons au point suivant, Monsieur Texera. Merci Monsieur le maire. Création d'une chambre funéraire par la SARL Ambulance Victor Belvédère. Une demande d'autorisation de création d'une chambre funéraire a été déposée en préfecture par la SARL Ambulance Victor Belvédère en décembre 2013. Le projet se situe sur un terrain de 2400 m², parc d'activités de Cognac. Cette création s'accompagne du transfert dans ces nouveaux locaux des activités de pompe funèbre de la SARL, jusque-là exercées 41 rue François Marquès. En application du Code général des collectivités territoriales, le préfet consulte le conseil municipal de Tarbes et recueille également l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le dossier a été examiné sur le plan sanitaire et environnemental et présenté à la commission écologie et développement durable. Les impacts possibles sur l'environnement liés à ce type d'activité peuvent être une pollution des réseaux publics, une pollution de l'air, une pollution par les déchets et une pollution sonore due aux équipements techniques. Ces risques sont majoritairement de nature microbiologique et le projet prévoit la mise en place des dispositifs réglementaires de filtration, de désinfection, de ventilation, de disconnexion et d'isolement. Pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, il est prévu un raccordement sur les réseaux publics. Afin de protéger ces derniers, il convient que la SARL dépose d'une part une demande préalable d'autorisation de raccordement des eaux usées au réseau public d'assainissement de Tarbes et d'autre part
En l'application de règlements du lotissement, régule les eaux pluviales des voies circulées et des stationnements de la parcelle sous forme de stockage étanche avant de les rejeter dans le réseau d'eau pluviale, avec un débit régulé de 17 litres par seconde. En conclusion, il est proposé au Conseil municipal, sur avis favorable de la Commission écologie et développement durable du 4 février 2014 et sous réserve de la prise en compte des mesures de protection des réseaux préconisés, de se prononcer favorablement sur ce projet. Merci, monsieur le rapporteur. Est-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Adopté. Le point suivant, justement, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Dour-Amont. Monsieur Piron. Merci, monsieur le maire. La commission locale de l'eau a adopté le 6 novembre 2013 le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Dour-Amont, SAGE à Dour-Amont. En application du Code de l'environnement, elle soumet aujourd'hui le projet à l'avis d'un certain nombre d'instances, dont les communes. Ces avis seront réputés favorables s'ils n'ont pas été exprimés avant le 28 mars 2014. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, sera ensuite soumis à enquête publique. Le SAGE comporte plusieurs documents, notamment un plan d'aménagement et de gestion durable, PAGD, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et un règlement. Dès l'approbation par le préfet et la publication du SAGE, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau devront être compatibles pour les nouvelles ou rendues compatibles pour les anciennes avec le PAGD et ses documents cartographiques dans le délai qu'il fixe. La portée juridique du règlement est donc un élément important à prendre en compte. Le PAGD a pour vocation de définir les enjeux de territoire en matière d'eau et de milieux aquatiques, les objectifs généraux, les dispositions pour les atteindre et évaluer les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre et à son suivi. À partir d'un état des lieux, 6 enjeux prioritaires ont été définis. Garantir l'alimentation en eau potable, réduire les pressions sur la qualité de l'eau, favoriser une gestion quantitative durable de la ressource en eau, protéger et restaurer les milieux naturels et les espèces, optimiser la gouvernance et satisfaire les usages de loisirs. Sur l'ensemble du périmètre du SAGE, la continuité écologique est apparue comme un enjeu majeur. La diminution de l'impact des rejets d'eau pluviale, la limitation des déversements d'eau usée par les déversoirs d'orage, l'amélioration des connaissances sur la nappe alluviale et les relations nappe-rivière, enfin la sécurisation de l'alimentation en eau potable d'un point de vue qualitatif et quantitatif sont autant de dispositions qui vont concerner le territoire de Tarbes. L'ensemble de ces mesures sont cohérentes et n'appellent pas de remarques particulières. La collectivité, consciente de l'importance des enjeux auxquels elles répondent, ne peut qu'y souscrire. En revanche, dans l'état des lieux, la question des seuils présents sur la Dour n'est abordée qu'au regard des obstacles qu'ils représentent pour la circulation des espèces, alors qu'ils ont aussi un impact sur les échanges nappe-rivière et notamment sur le niveau de la nappe alluviale au droit et à l'amont des ouvrages. La disparition d'un de ces seuils à Sousse, emporté par la crue de juin dernier, fait l'objet actuellement d'études et de mesures pour déterminer les conséquences sur notre champ captant de la Loubert, situé en rive gauche au niveau de ce seuil. Des inquiétudes apparaissent quant à une diminution significative des débits des puits directement impactés par la modification du lit de la Dour consécutive à la suppression de cet ouvrage. Si la continuité écologique est un enjeu majeur du programme, l'alimentation en eau potable doit l'être également. L'intégration de la problématique des seuils de la Dour, corrélée à leur influence sur la nappe alluviale, est souhaitable ainsi que d'une manière générale une approche non segmentée des dispositions afin que, quelles que soient les actions engagées, notamment pour restaurer la continuité écologique ou l'espace de mobilité, la préservation de l'alimentation en eau potable y soit systématiquement prise en compte et garantie. En ce qui concerne le risque d'inondation, la limitation de l'exposition des zones urbaines à ce risque est intégrée aux orientations concernant les milieux naturels qui ne prévoient que de l'information et une mobilisation des secteurs de débordement des cours d'eau sous forme d'incitation. Hormis le coût de l'animation du SAGE, aucun financement n'est prévu ni estimé pour cette mesure qui n'est positionnée qu'en priorité 2. Les crues 2013 et le tout récent épisode des inondations qui se sont produites nous conduisent à demander que le SAGE accorde davantage d'attention à cette problématique et envisage des dispositions supplémentaires avec l'estimation de leur coût. En effet, un déséquilibre apparaît entre le faible niveau de préoccupation et d'engagement sur le risque inondation et la disposition concernant la création de réserves en eau supplémentaires, placées en priorité 1, avec par exemple un coût supérieur à 17 millions d'euros, par exemple et par hasard, un coût supérieur à 17 millions d'euros prévu pour le réservoir de Luce. Les contraintes foncières et financières disproportionnées de ce projet et un impact important sur les milieux agricoles et naturels doivent être des éléments à privilégier pour rechercher plutôt des solutions alternatives qui sont par ailleurs préconisées et placées également en priorité 1, comme favoriser les économies d'eau, résorber l'irrigation par submersion et améliorer la gestion des réservoirs d'irrigation et de soutien d'étiage. En conséquence, il est proposé au conseil municipal,
sur avis favorable de la Commission écologie et développement durable émis le 4 février 2014, de soumettre à la Commission locale de l'eau une modification du projet de SAGE pour y intégrer les problématiques qui viennent d'être évoquées, en prenant en compte ainsi les remarques de la ville de Tarbes. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Monsieur Lourdoux, Henri, comme dit l'autre. Non, juste quelques remarques pour rappeler quand même qu'on est dans un pays où la ressource en eau est globalement en très mauvais état. Et c'est pour ça qu'il a été fait une directive cadre sur l'eau au niveau européen qui suscite régulièrement des critiques puisqu'elle a été transcrite en loi française par ce qu'on appelle la loi sur l'eau. Cette loi sur l'eau qui empêcherait de faire tout et notamment de gérer les inondations, ce qui, à mon avis, lui prêtait beaucoup de choses qu'elle n'a pas à supporter. C'est vrai que dans cette loi sur l'eau, il est question de la continuité écologique des cours d'eau qui se retrouvent effectivement dans ce SAGE, c'est-à-dire le fait de permettre aux espèces qui vivent dans ces cours d'eau de pouvoir effectivement survivre. Et ça fait partie du maintien en bon état de nos eaux, effectivement. Mais ça n'empêche pas, évidemment, et c'est pour ça que je voterai cette délibération, de se soucier du problème de l'alimentation en eau, en eau potable, et de gérer l'existant, puisqu'existant il y a au niveau des seuils qui ont été créés depuis parfois des dizaines, voire plus longtemps, quoi, pour réguler le débit, quoi. Et donc, je voterai d'autant plus cette délibération qu'il y a intégré une préoccupation qui nous est chère à nous écologistes, qui est effectivement la critique de la fuite en avant dans les réservoirs, les barrages réservoirs, comme celui effectivement du lac de Lousse, du futur lac de Lousse, qui j'espère ne verra jamais le jour, donc dans la vallée de Lousse, juste à côté de chez nous, qui va submerger des exploitations agricoles qui pour l'instant fonctionnaient bien, pour les besoins d'autres exploitations agricoles qui, à mon avis, n'ont pas un gros avenir si elles continuent à fonctionner comme elles fonctionnent, c'est-à-dire en pratiquant la monoculture du maïs irrigué. Et donc, je souscris totalement à ce qui est dans cette délibération. Merci, monsieur Lourdoux. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Je soumets cette délibération à votre approbation. Qui désire s'abstenir? Qui veut voter contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Le point suivant, Madame Candebat. Merci, Monsieur le maire. Labellisation des parcs Massé et Bel Air. Le préfet des Hautes-Pyrénées a écrit un courrier à Monsieur le maire le 13 janvier 2014 concernant la délivrance du label Jardin remarquable. Le label Jardin remarquable est délivré par le ministère chargé de la culture aux jardins ouverts au public présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, dont le but n'est pas essentiellement commercial. Il est attribué par décision du préfet de région pour une durée de 5 ans renouvelable. Il est proposé de déposer 2 dossiers auprès de la DRAC, l'un concernant le renouvellement du label pour le Jardin Massé qui a obtenu cette distinction en 2004, renouvelé en 2009, renouvelable à nouveau en 2014, et le deuxième concernant l'obtention du label pour le parc Bel Air. En effet, le parc Bel Air présente de nombreux intérêts historiques, paysagers, botaniques, ludiques, sociaux. Après avis favorable de la Commission municipale écologique urbaine et développement durable du mardi 4 février 2014, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la demande de labellisation des parcs Massé et Bel Air et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, Madame. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons à la commission des travaux. Monsieur Forget. Oui, Monsieur le maire, merci. Il s'agit de maintenance et conduite des installations de chauffage, production d'eau chaude, sanitaire, climatisation, lutte contre la légionellose des bâtiments de la ville de Tarbes. C'est un avenant numéro 3. En effet, le marché relatif à la maintenance et à la conduite des installations de chauffage de production d'eau chaude de la ville de Tarbes a été passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert. Le marché a été notifié à l'entreprise Gematec en 2010 pour une durée d'1 an et reconduit en 2011, 2012, 2013 pour la dernière année.
Au cours de son exécution, un certain nombre de suggestions techniques et administratives sont apparues nécessitant la passation de l'avenant numéro 3 suivant. Prise en compte des nouvelles installations complémentaires de Halle Bourbon suite à sa rénovation. Prise en compte des installations de la Foire Expo, chaufferie, Halle 1, 2, 2 bis, 3 et 4. L'entreprise Gematec a remis un devis pour assurer ses missions pour la durée restante du contrat d'un montant de 4 545 € hors taxe. Montant annuel du marché après cet avenant, 63 980 € hors taxe, soit une augmentation de 7%. Après avis favorable de la Commission des Travaux et la Commission d'appel d'offres, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant et toutes les pièces afférentes à ce marché avec l'entreprise Gematec pour un montant de 4 545 € hors taxe, soit 5 454 € TTC. Merci, Monsieur le rapporteur. Questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, Monsieur Peyret. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une remise gracieuse exceptionnelle sur facture d'eau potable. Un abonné a une forte augmentation de sa consommation d'eau due à une fuite d'eau. Compte tenu de l'importance de la fuite d'eau et au vu de sa consommation habituelle, et après médiation, il est proposé d'accorder à cet abonné, à titre exceptionnel, une remise forfaitaire d'un montant de 156,92 € TTC. Un autre abonné a également eu une très forte augmentation de sa consommation d'eau due à une fuite d'eau 8 fois plus que sa consommation habituelle. Compte tenu de l'importance de la fuite d'eau et après des médiations, il est proposé d'accorder à cet abonné, à titre exceptionnel, une remise forfaitaire de montant de 5 024,52 € TTC. Enfin, un autre abonné a eu une fuite. Après médiation, il est proposé d'accorder à cet abonné, à titre exceptionnel, une remise forfaitaire de montant de 150 € TTC. Après avis favorable de la Commission des Travaux, politique contractuelle en date du 4/2/2014, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à accorder une remise gracieuse pour un montant total de 5 331,44 € TTC à ses abonnés. Merci, Monsieur le rapporteur. Des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du tarif des prestations du service eau potable. Le service eau potable de la ville de Tarbes assure différentes prestations pour le compte de pétitionnaires ou d'usagers. Création de branchements d'eau potable, ouverture et fermeture de branchements et réparation des dégâts occasionnés par des entreprises. Il convient de revaloriser le bordereau des prestations qui ne l'a pas été depuis 2010. Concernant les branchements d'eau potable, il convient de facturer l'usager en fonction du coût réel des travaux. À ce jour, c'est un forfait. Il est proposé d'appliquer les tarifs du bordereau des prix jouant en annexe 1 de cette délibération appliqués aux quantités réellement mises en place. De la même manière, les travaux particuliers, fonçage, traversée de rivière, seront exécutés par l'entreprise titulaire du marché de travaux, grosses réparations, dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-dessous. Dans ces cas, le service eau potable présentera un devis conformément à celui réalisé par l'entreprise, majoré de 8% pour frais de gestion du service. L'étalonnage des compteurs est confié à une entreprise spécialisée. Les tarifs applicables aux usagers correspondront aux frais réels engagés par le service pour la réalisation de cette prestation et sont précisés dans le bordereau des prix joint en annexe 1. Deuxièmement, concernant les réparations des dégâts occasionnés par les entreprises, il convient d'appliquer le tableau présenté en annexe 2 de la présente délibération. Et troisièmement, concernant les tarifs de fermeture ou d'ouverture d'un branchement et de relevé de compteur à la demande de l'abonné, il convient de maintenir les tarifs actuels présentés en annexe 3. Aussi, après avis favorable de la Commission des Travaux politiques contractuels en date du 4 février 2014, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le bordereau des prix de branchement joint en annexe 1 à la présente délibération, applicable à compter du 1er mars 2014, d'approuver les tarifs de dégâts occasionnés sur le réseau potable joint en annexe 2 à la présente délibération, applicable à compter du 1er mars 2014, et d'approuver les tarifs de fermeture ou d'ouverture d'un branchement et de relevé de compteur à la demande de l'abonné, joint en annexe 3 à la présente délibération, applicable à compter du 1er mars 2014. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Lourdoux. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir des éclaircissements sur la portée du premièrement, c'est-à-dire que le passage du forfait
pour les branchements d'eau potable au coût réel. Je ne me représente pas quelle incidence financière ça peut avoir, quoi. Parce que bon, la liste effectivement des prix de branchement là n'est pas très éclairante à cet égard, hein. Si Patrick a cause de bien répondre. Autrefois, il y avait un forfait qui n'était pas du tout le coût réel des travaux et on perdait pas mal d'argent. Donc on a recalé les devis en fonction des quantités réellement mises en place. C'est très variable suivant les branchements. C'est très très variable. Ça peut être sur des gros branchements, ça peut être. Il n'y a pas un impact forfaitaire, c'est en fonction des travaux. Tout à fait. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Proposition adoptée. Nous passons à la commission de la culture. Madame Le Goas. Merci, Monsieur le maire. Demande de subvention à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Dans le cadre des commémorations nationales du centenaire de la guerre 1914-1918, les services culturels de la ville de Tarbes, Archives municipales, le Paris et Tarbes en Seine, les musées, Musée international des Hussards et Maison natale du maréchal Foch, ont proposé un programme entre 2014 et 2018. Programme d'exposition, de conférences, de représentations théâtrales, de projections de films qui débute en mars 2014 par une série de manifestations au Paris. L'ensemble de cette programmation a reçu un avis favorable des commissions culture du 4 septembre et du 4 décembre 2013, ainsi que le label des commémorations nationales. Sur avis favorable des commissions culture du 4 décembre 2013 et 5 février 2014, il est donc proposé au Conseil municipal de demander des subventions à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-1918 au taux le plus élevé, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toute démarche nécessaire à cet effet. Merci Madame. Monsieur Lourdeau. Où est-ce qu'on peut avoir accès à cette programmation détaillée, hein? Je suppose sur le site de la ville. Oui. Mais réponds en appui. Je pense sur le site de la ville ou sur le site des archives, mais je vais les vérifier. En tout cas, la programmation, elle a été labellisée sur le plan national dans le cadre des commémorations nationales, ce qui est une garantie de qualité de la programmation. Mais on vous donnera les détails s'ils ne sont pas encore sur le site. Pas d'autres questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Cheniou. Merci, Monsieur le maire. Demande de subvention auprès du Conseil général des Hautes-Pyrénées pour le fonctionnement des structures culturelles municipales exercice 2014. La ville de Tarbes accorde une grande importance à la culture et notamment à son patrimoine et aux arts du spectacle. La salle d'exposition du Carmel, les musées, le théâtre des Nouveautés et le Paris. L'activité et les actions menées dans ces divers établissements ont un rayonnement départemental. Les efforts consentis par la ville la conduisent à un partenariat actif et conséquent avec le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Sur avis favorable de la Commission de la culture du 4 décembre 2013, il est donc proposé au Conseil municipal de solliciter auprès du Conseil général des Hautes-Pyrénées des subventions au taux le plus élevé possible, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? À adopter. Point suivant, Madame Candebat. Oui, merci Monsieur le maire. Dénomination de voie, impasse à l'est de l'avenue des Forges. La ville de Tarbes doit dénommer une voie pour simplifier l'adressage postal. Impasse à l'est de l'avenue des Forges, desservant l'entrée de l'hôtel Le Nex et l'entrée sud du bâtiment 103. Après avis favorable de la Commission de la Culture du 5 février 2014, il est proposé de donner la dénomination suivante à l'impasse sus-indiquée, impasse des Forges. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée.
Le point suivant, Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de dénommer une voie à l'intérieur du parc Cognac. Donc nous vous proposons le nom de Louis Cadeau. Louis Cadeau a été l'architecte de la fontaine des Quatre-Vallées. Il a construit des mairies, des églises, des écoles dans le département. Il a été architecte diocésain et architecte des monuments historiques. Il est l'auteur d'une monographie sur la cathédrale de Tarbes et sur le musée Massé. Il a fondé en 1906 la revue des Hautes-Pyrénées. Il a fait également les plans du kiosque du jardin Massé et c'était le neveu de Jean-Jacques Latour, l'architecte du musée Massé. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, Madame Argounès. Donc, il s'agit d'actions de partenariat culturel. La ville de Tarbes souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui contribuent au développement de l'expression culturelle et artistique et au rayonnement de la ville. Le concours de la commune comprend une aide financière et, selon le projet, un soutien logistique, la mise à disposition de salles et la promotion des manifestations. Après étude et avis favorable de la commission culture du 5 février 2014, il est proposé au conseil municipal d'allouer les subventions suivantes. 1 000 € à la compagnie L'Illustre Corsaire pour une lecture spectacle au Paris, 700 € à la compagnie Théâtre Phébus pour un spectacle au Paris. Je précise qu'il s'agit de 2 spectacles dans le cadre des commémorations qui seront données au mois d'avril au Paris. Et 1 000 € à la compagnie Théâtre de l'Or Bleu pour sa pièce La Mouette. Donc la compagnie du Théâtre de l'Or Bleu avait été en résidence au Paris et avait présenté La Mouette. Et elle est en résidence à Toulouse pour présenter justement et faire la promotion de ce spectacle. Donc elle nous a demandé une aide financière parce qu'elle avait un budget assez important pour rester 8 jours au Grand Rond à Toulouse. Merci, Madame. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, pour la commission éducation, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Pour concrétiser son intention et affirmer ses engagements, la ville de Tarbes a pris l'initiative de mettre en œuvre une politique jeunesse, vie citoyenne, dans le cadre du projet éducatif local. Elle intègre les problématiques de la politique de la ville, à savoir favoriser l'accès aux loisirs pour le plus grand nombre, renforcer la cohérence territoriale, mettre en place des actions autour d'une thématique centrale, l'engagement et la citoyenneté, impliquer les parents et plus largement le monde des adultes dans l'offre éducative. La ville souhaite appuyer son action sur celle des associations qui en partagent les orientations et qui ont des compétences variées et complémentaires. Dans cet esprit, la ville de Tarbes souhaite collaborer avec les associations suivantes pour l'année 2014 en leur attribuant 4 000 € à l'association Coup de pouce, 2 000 € à l'association Portes ouvertes et 1 000 € à l'association Fédération des œuvres laïques. Sur l'avis favorable de la commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 28 janvier 2014, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions avec les associations partenaires pour l'année 2014 ainsi que leur avenant éventuel. Merci beaucoup. Pas de remarques, pas d'opposition. Opposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Craspaille. Merci, Monsieur le maire. Personnel de la Caisse des écoles, convention de partenariat financier entre la ville de Tarbes et la Caisse des écoles, avenant numéro 2. Je signale que c'est le pendant de celle qu'on a votée tout à l'heure pour le CCAS. Afin de rendre plus lisibles les mouvements financiers entre la Caisse des écoles et la ville de Tarbes, une convention fixant la nature, le sens, la périodicité et le montant des flux financiers entre les 2 structures a été signée en 2012. L'article 4 de cette convention précise qu'un avenant annuel fixera les évolutions des participations. Après avis favorable de la commission éducation jeunesse du 28 janvier 2014, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 de la convention entre la ville de Tarbes et la Caisse des écoles afin de fixer la nature, le sens, la périodicité et le montant des mouvements financiers entre les 2 structures pour l'année 2014. Merci, Monsieur Craspaille. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Gassan. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique d'action sociale familiale, la Caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées finance les séjours organisés par la ville de Tarbes pour des enfants de moins de 18 ans et dont le quotient familial CNAF est inférieur à 750 €.
Une convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide. Cette convention aura pour objet de prendre en compte les besoins des usagers, déterminer l'offre de services et les conditions de sa mise en œuvre, fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. Elle est conclue du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. En ce qui concerne le volet financier, la ville de Tarbes recevra une aide de 17 € par jour et par enfant accueilli dans la limite de 10 jours et plafonnée à 40% du prix du séjour. Sur l'avis favorable de la commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 28 janvier 2014, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'organisation de séjours et mini-séjours pour les enfants de moins de 18 ans, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention à venir avec la CAF des Hautes-Pyrénées ainsi que ses avenants éventuels. Merci beaucoup. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons à la commission commerce. Point 34, Madame Cassagne. Merci Monsieur le maire. Tarifs et zonage des terrasses de restaurants et de bars. Oui. Depuis quelques années, les flux économiques et piétonniers ont évolué et la zone d'attractivité se sont élargies sur le centre-ville, en particulier grâce aux investissements réalisés et rénovations entreprises. En même temps, l'activité des bars et restaurants a souffert et les chiffres d'affaires et fréquentation de ces établissements sont en baisse. La ville souhaite donc ajuster les différents secteurs de la ville par rapport à cette évolution de flux et mettre en place une politique tarifaire progressive tout en conservant une redevance été et hiver. La zone, donc nous avons trois zones tarifaires sont donc créées comme suit. Une zone 1 avec la place de Verdun, la rue Maréchal Foch, la rue du Régiment de Bigorre, la première partie jusqu'au cours Eiffy, la rue Broban piétonne, l'avenue du marché Broban, la place du marché Broban côté nord, cours Gambetta jusqu'à la rue de l'Harmonie. La zone 2, la place Marcadieu, la place Saint-Thérèse, l'avenue de la Marne, la rue Larrey, le cours Gambetta, deuxième partie, cours Eiffy, rue Abbé Torné, rue Georges de la Salle, rue Victor Hugo, avenue du Maréchal Joffre, avenue Bertrand Barrère, rue Massé, place Jean Jaurès, rue André Fourcade, rue Jean Pelé, rue de C, petite rue Saint-Pierre, rue Georges Clémenceau, l'espace Arsenal, rue François Mousis et la place Parmentier. Et la zone 3, c'est tout le reste de Tarbes. Pour chacune de ces zones, les redevances suivantes sont calculées au mètre carré et par jour. Sur la zone 1, le tarif à l'année, c'est de 0,23, tarif saisonnier 0,46, zone 2 0,17, tarif saisonnier 0,33, zone 3 0,14 à l'année bien sûr, et 0,27 tarif saisonnier. Les terrasses fermées sont de 0,22. Sur avis favorable, la commission commerce, artisanat, marché et foire en date du 11 février 2014, il est proposé au conseil municipal de retenir le zonage et les tarifs proposés ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Monsieur Guetz, puis après Monsieur Montamar. Ça a été réajusté, mais comment ça a été réajusté, à la hausse ou à la baisse? C'était ajusté à la baisse. Mais par exemple, vous allez voir tout à l'heure, il y a d'autres délibérations où on nous a demandé des remises gracieuses compte tenu de circonstances particulières. Nous avons examiné les tarifs pratiqués par d'autres communes, Bayonne, Pau, Agen, Saint-Jean-de-Luz, Albi, Cahors. Et nous avons décidé de nous aligner sur les tarifs pratiqués par la ville de Bayonne. Mais pour votre information, je peux vous donner les informations suivantes. Donc, les précisions suivantes. On va prendre le secteur 1, par exemple, où nous proposons 0,23, c'était 0,27. Bayonne, c'est 0,23. Pau, c'est 0,43. Agen, c'est 0,05. Saint-Jean-de-Luz, c'est 0,15. Albi, 0,07. Cahors, 0,11. Sur le secteur 2, par exemple, nous sommes passés à 17. Eh bien, Bayonne, 17. Pau, 0,33.
Saint-Jean-de-Luz 009, Cahors 008, etc. Même chose pour le secteur 3. Donc on a choisi une ville qui nous ressemblait un peu, avec des tarifs qui nous paraissent compétitifs. En l'occurrence, la ville de Bayonne. On ne s'est pas aligné sur Pau parce que là, on aurait dû augmenter les tarifs de façon significative. On ne s'est pas non plus aligné sur Agen, Albi ou Cahors qui peuvent nous ressembler quelque part parce qu'alors là, les réductions auraient été extrêmement importantes. Monsieur Goetz. Ma question n'avait pour but tout simplement que de faire remarquer que là on différencie la place de Verdun, la place Marcadieu. Quand on voit le nombre de commerces qui sont en difficulté place de Verdun, est-ce qu'il est nécessaire de prévoir 3 zones? On aurait pu prévoir une zone place de Verdun, place Marcadieu et le reste de Tarbes. C'est une bonne remarque. Honnêtement, on s'est posé la question, hein, je ne vous cacherai pas, parce que vous allez voir tout à l'heure dans les différentes demandes. Moi, je pense qu'il faut qu'on procède par étapes. Il y a quand même des secteurs. Alors oui, effectivement, la place Marcadieu, vous avez raison, elle est en train, avec tout ce qui a été fait, elle est en train de se développer. On va voir ce que ça va donner dans l'avenir, et puis ça n'empêcherait pas que dans quelques temps, les tarifs que nous vous proposons aujourd'hui, que dans quelques temps, nous revoyons la question. Il faut quand même que vous sachiez que ce que nous vous proposons là va représenter une diminution de recettes de 56 000 €. Oui, mais c'est une première étape. Vous avez raison, hein, honnêtement. Moi, je suggère que nous en restions à cette première étape et que dans quelque temps, ceux qui seront là, si ce n'est pas nous, nous puissions ou vous puissiez revoir la question si nécessaire. Mais déjà, la réduction, elle est très significative puisque sur le secteur 1, je rappelle que le tarif sur le secteur 1, place de Verdun notamment, le tarif était de 0,30 avant. On a déjà fait un effort, compte tenu des difficultés qui nous avaient été exposées, on l'avait ramené à 0,27 et maintenant on le ramène à 0,23, qui fait quand même une réduction de plus de 20%. Et honnêtement, la réduction de recettes, la diminution de recettes, elle intervient surtout sur ce secteur, et notamment de l'établissement le plus important, ou les établissements les plus importants sur la place de Verdun. C'est une première étape, après on avisera. Mais on s'est posé la question comme vous. Hein. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Montama? Oui, simplement, est-ce que ça m'évitera de vous faire un courrier de demande? Est-ce que vous pourriez ou nous permettre de consulter, me permettre de consulter, ou m'envoyer ce qui a été réellement payé au titre de l'année 2013, établissement par établissement? Pas de problème. C'est possible? Bien sûr, et aucune difficulté. Merci. Donc je demande qu'on nous le prépare, on vous le donnera, il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée. Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Lors de sa séance du 30 septembre 2013, le conseil municipal avait décidé d'octroyer une remise gracieuse du paiement du 4e trimestre aux établissements Le Tout va bien et la pâtisserie Casosus, située place du marché Broban, à cause de la baisse de fréquentation importante de leurs terrasses. Or, les travaux de la halle et de ses abords ont généré des nuisances pour ces commerces qui ont duré au-delà d'un trimestre. Il est donc proposé au conseil municipal de consentir à ces établissements une remise complémentaire sur leur redevance d'occupation du domaine public. En conséquence, et sur avis favorable de la commission commerce, artisanat, marché, foire du 30 janvier 2014, il est proposé au conseil municipal de prononcer une remise gracieuse sur la redevance du Tout va bien et de la pâtisserie Casosus pour le premier trimestre 2014. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, Madame Le Goas. Merci, Monsieur le maire.
remise gracieuse sur redevance d'occupation du domaine public, travaux Place Marcadieu. Pour l'année 2013, l'établissement Équilibre Bien-être, situé au 21 Place Marcadieu, a subi des nuisances suite aux travaux de rénovation de l'espace situé devant ce commerce qui ont pénalisé son accès et n'ont pas permis le positionnement de son panneau publicitaire sur le trottoir. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission Commerce, Artisanat, Marché, Foire du 11 février 2014, il est proposé au Conseil municipal de prononcer une remise gracieuse comme suit. Équilibre bien-être, remise gracieuse partielle pour l'année 2013, 2 derniers trimestres. Merci, Madame. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Remise gracieuse sur redevance d'occupation du domaine public. L'établissement Le Patati, situé place de Verdun, a réalisé en 2013 de gros investissements pour relancer son activité, en particulier sur sa terrasse. Ces investissements assez lourds ne lui ont pas permis d'utiliser sa terrasse comme escompté pendant cette longue période. Le Patati a donc vu une baisse importante de fréquentation de son activité et sollicite une remise gracieuse en raison de la non-utilisation de sa terrasse. En conséquence, et sur avis favorable à la Commission Commerce, Artisanat, Marché, Foire du 30 janvier 2014, il est proposé au Conseil municipal de prononcer une remise gracieuse et d'exonérer à titre exceptionnel cet établissement de la redevance de terrasse des premiers et deuxième trimestres 2014. Merci, Madame. Même vote. Oui, Monsieur Montama. Oui, je m'interroge sur le montant que peut représenter la restitution de ce qu'on va lui rembourser, parce que parce qu'il est un cas particulier par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, on n'est pas face à des endroits que nous avons décidé de réaménager et d'améliorer. C'est lui qui a pris sa décision et après, comme il travaille longtemps sur sa terrasse, il se plaint de ne pas pouvoir l'utiliser. Alors, c'est tout à son honneur, probablement, de vouloir améliorer son établissement. Et comme vous le faites remarquer à titre... c'est bien que c'est à titre exceptionnel, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens... et combien ça va représenter de restitution? Est-ce que c'est une demande très onéreuse ou est-ce qu'elle est symbolique? C'est pas rien quand même. Alors, que je précise, vous avez raison... poser la question, de même que nous, on s'est interrogé. Ceux qui ont demandé des réductions parce qu'ils n'ont pas pu avoir une activité normale à cause des travaux que nous réalisions, on s'est dit, mais quand les travaux seront faits, il y aura une plus-value, il y aura une valeur ajoutée. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui autour de la Halle Brevant. Bon, honnêtement, on n'a pas voulu jouer à ce petit jeu. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille voir les chiffres d'affaires, etc. Donc, c'est un choix délibéré que nous avons fait de tenir compte des nuisances occasionnées par les travaux. Pour le Patati, ça représente une réduction de 5 037 €. Oui. Qu'ils ont eu un échafaudage après. Qui n'était pas de leur fait. C'était la façade de l'immeuble. Donc, en plus de leurs travaux, il y a eu après les travaux de la façade de l'immeuble. Et ça, ils ont été très pénalisés. Ça veut dire qu'ils paient quand même 10 000 € par an. Ils payaient 10 000 € par an. Donc là, il y a les travaux qu'ils ont subis de leur fait, mais également la rénovation de la façade avec l'échafaudage pendant quelques temps. Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée. Nous passons à la commission du personnel et je passe la parole à Monsieur Calvo. Merci, Monsieur le maire. Les relations entre la ville de Tarbes et le COS sont définies dans le cadre d'une convention annuelle depuis 2009. Afin de maintenir le soutien à cette association, qui se matérialise en premier lieu par le versement d'une subvention annuelle égale à 1,08% des traitements bruts des agents titulaires et non titulaires de la ville,
et de ses établissements publics, puis en second lieu par la mise à disposition de 2 agents municipaux, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission personnelle, premièrement, de renouveler la convention entre la ville de Tarbes et le COS pour l'année 2014. Deuxièmement, d'adopter la convention réglant les conditions de travail et de rémunération des 2 agents municipaux mis à disposition. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Commission stationnement et circulation. Madame Doubrère. Il s'agit du rapport 2013 de la Commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées. La Commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées de la ville de Tarbes a été créée par le Conseil municipal du 4 avril 2011. Selon l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 12 mai 2009, cette commission doit établir un rapport annuel présenté en conseil municipal, puis transmis aux représentants de l'État, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Ce rapport, qui fait suite à la Commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées du 30 janvier 2014, dresse l'état d'avancement fin 2013 de la mise en accessibilité de la voirie, des équipements recevant du public communaux, ainsi que du recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Ce rapport fait aussi état des avancées du groupe de travail sur la communication et des actions portées par les services de la ville et ses instances. Après avis favorable de la Commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées du 30-01-2014 et avis de la Commission stationnement, circulation et travaux de proximité du 13-02-2014, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Merci, Madame. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas de questions. Nous prenons donc acte de ce rapport. Plus rien n'étant à l'ordre du jour de ce dernier Conseil municipal, je vais le déclarer clos. Dans quelques instants, vous me permettrez au préalable de remercier tous les conseillers qui, depuis 2008, ont travaillé ici pour le bien de la ville de Tarbes. Je remercie les conseillers de l'opposition, car l'opposition fait vivre la démocratie, surtout quand elle est constructive. Et je remercie les élus de la majorité, parce qu'une majorité permet d'avancer. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2008. Je vous remercie toutes et tous. Et je souhaite maintenant que la campagne électorale qui se déroule se poursuive dans un climat de sérénité, dans le respect des personnes. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire et je m'y engage personnellement. Le reste, ce sont des péripéties dont nous verrons le dénouement. Je tiens à vous dire, je ne suis pas du tout inquiet. Merci. Bonne fin de soirée à tous.